Donc on reprend effectivement pour cet après-midi, pour le programme de l'après-midi, où là on est sur un programme donc de retour d'expérience avec une belle table ronde où voilà, vous avez des binômes artistes et enseignants ou médiateurs culturels ou structures culturelles qui vont pouvoir témoigner un petit peu de comment voilà, ces projets de résidence se sont construits et développés au sein des établissements. Donc, je vais commencer voilà, la présentation. Bertrand Bonnefond, vous le connaissez puisqu'il est intervenu ce matin. Donc, tu es professeur d'éducation socio-culturelle au lycée Étienne Resta, c'est ça, à Villeneuve-sur-Lot. Sainte-Livrade. Sainte-Livrade, non, mais il faut être précis. Merci. Et donc, tu vas nous parler d'un projet Moonboy avec la compagnie Plein Ciel. Merci beaucoup. Ensuite, donc, nous avons Mathieu Siam et Louise Merlet. Mathieu Siam est auteur de bande dessinée, illustrateur, scénariste. Et Louise, donc, tu es professeure documentaliste au lycée Nelson Mandela de Poitiers. Et vous allez nous parler de votre projet autour de Bouboule de neige. Ensuite, à côté, donc, vous avez Maëlle Le Tourneur, qui est présidente du collectif Ta mère la mieux. Et Mélissa Guillotot, qui est référente jeunesse au lycée Jean Rostand de Angoulême, mais pas seulement, puisqu'en fait, tu as plusieurs établissements voilà, dans ton giron. Mais le projet s'est développé avec Jean Rostand et avec quel autre? Et voilà, 2 lycées professionnels de Charente. Et pour terminer cette table ronde, donc, nous avons Émilie Chauveau, professeure de lettres et de théâtre au lycée Marcelin Berthelot de Châtellerault, et Anna-Maria Haddad Zadinac, qui est donc metteuse en scène, comédienne et de la compagnie Fictive. Merci beaucoup. Voilà, donc on va peut-être commencer par une présentation voilà, un peu de chacun des projets, des interlocuteurs. Je vais commencer par vous, peut-être Mathieu et Louise, donc pour ce projet Bouboule de neige. Et peut-être voilà, refaire un petit topo sur toi, Mathieu. Effectivement, donc j'ai cité que tu étais auteur-illustrateur. Tu as à ton actif une dizaine d'albums. Les derniers, c'est L'effet papillon aux éditions Les Ronds dans l'eau. Maud Lévis, tout en couleur aux éditions Varoum en 2024. Je continue aux éditions Michel Lafon en 2023 et Les frontières du douanier Rousseau aux éditions Michel Lafon également. Et c'est un petit peu autour de ce projet finalement qui a été déclencheur, puisque donc avec Thibault Lambert autour de cette bande dessinée Les frontières du douanier Rousseau, vous avez souhaité créer un objet culturel qui a fait sortir le douanier Rousseau de ses cases et donc créer une conférence dessinée. Ouais. Qui était voilà, vous sortir un peu aussi vous de votre univers habituel et de rendre vivant finalement cette histoire, la vie de cet auteur. Et voilà, du coup, cette proposition d'une conférence dessinée, c'est aussi quelque chose voilà, qui a motivé un peu le projet Bouboule de neige. T'as déjà tout dit. Mince. Je précise juste qu'il y a aussi les livres chez Commune Orange, une petite boîte d'édition qui mérite d'être citée. Et je voudrais dire, alors par rapport à ça, c'est effectivement quand on a écrit un livre sur le douanier Rousseau, c'est un livre il y a même eu 2 livres en fait. J'ai fait 2 livres sur le douanier Rousseau et il y a eu envie en fait de poursuivre de l'expérience en dehors des cases. Donc on a fait une résidence avec Thibault Lambert, avec qui j'avais fait les frontières du douanier Rousseau, et on a fait une conférence dessinée. Et on s'est aperçu qu'on aimait en fait ce système hors les cases, c'est-à-dire il y avait l'idée de dessiner en direct, d'avoir de la musique et puis de compter, de raconter, et ça nous a stimulé là-dessus.
Et bon, comme tout projet, il y en a qui finissent par s'essouffler. Donc celui-ci, on a commencé en 2022 dessus, on a fait pratiquement une trentaine de dates. C'est un spectacle, on a eu la chance, alors on parlait beaucoup de ruralité tout à l'heure, il est rentré dans un dispositif qui s'appelle les microfolies. Donc ce sont la capacité à apporter de la culture dans les territoires un peu isolés. Et donc on a eu la chance de tourner effectivement beaucoup dans ces lieux-là. Et on a eu envie de se dire, recommençons quelque chose, mais cette fois-ci, partons d'un travail qu'on va faire avec des scolaires pour en créer une œuvre, et non l'inverse, de partir de l'œuvre pour aller vers du hors les cases. Et j'avais travaillé cette année-là sur un projet qui s'appelle Planche de Science, qui a été fait par Claire et puis par Louise. Et à la fin du mois de juin, il faisait chaud, il faisait beau, le vent passait par les fenêtres. Et nous avons dit, et si on faisait un projet? Alors, on l'a appelé longtemps Bouboule de neige, il est rebaptisé maintenant, il s'appelle Le poids des flocons, qui est peut-être un peu plus poétique. Et donc j'ai dit à Louise, voilà, j'aimerais bien qu'on travaille sur un personnage, qu'on voit comment ça fonctionne. On ferait dessiner les élèves, et puis on les ferait compter aussi, et puis il y aurait un groupe de musique, et on ferait un spectacle, mais l'idée c'est quand même non plus de créer des planches de dessin comme on fait d'habitude, mais c'est de créer un spectacle. Et la finalité est autre. Et donc du coup, tous ceux qui auraient des problèmes avec l'écriture, on pourrait on pourrait passer par l'oralisation, mais tout en étant quand même dans des productions littéraires. Donc on est parti là-dessus. Et donc c'est là où toi tu interviens. Voilà. Et donc, bonjour à tous. Donc Mathieu donc, me parle de ce projet et m'envoie donc le dossier de médiation. Donc, et je découvre avec grand plaisir que ce projet tourne autour d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur au lycée. Et en plus, on venait donc de suivre tout un cycle de formation sur ce sujet qui est l'harcèlement. Le harcèlement et donc plus particulièrement la grossophobie. Et donc le support, enfin le projet initial donc de cet album de jeunesse était donc sur la grossophobie. Donc moi j'en ai tout de suite parlé à mes collègues. Et très rapidement, j'ai senti qu'il y avait vraiment une opportunité, une possibilité de construire, de co-construire un projet. Et c'est vrai que tout de suite, l'idée nous a vraiment séduit. Et en fait, ces différentes facettes dont tu parles, à la fois donc l'écriture, le dessin, la mise en scène, la mise en voix des textes, la scénographie, tout ça sont des éléments qui nous ont vraiment plu tout de suite. Et donc dans ce projet, donc il y avait effectivement donc cette volonté donc de faire un spectacle dessiné, donc une conférence dessinée, et en parallèle, il s'agissait également de monter les décors. Et ça prenait particulièrement sens dans notre lycée puisque en fait le lycée Nelson Mandela a deux pôles, donc un pôle général avec donc des filières classiques générales et technologiques également, mais également un pôle professionnel avec notamment des filières autour du bois, de la peinture et de l'agencement. Et donc on a pu lier en fait les deux pôles de l'établissement autour de ce projet, à la fois donc sur la construction des décors et sur l'écriture et la mise en voix, les dessins donc pour ce spectacle dessiné. Donc c'était très riche en ce sens. Oui, après c'est vrai que c'était un projet très ambitieux parce que au-delà donc déjà d'un groupe scolaire avec donc le lycée professionnel et le lycée général, il y avait un autre lycée qui était aussi associé, le lycée du Dolmen, puisque là c'était particulier et ça sortait un peu en dehors des résidences. Donc là c'était une résidence portée par et accompagnée par Alka. Il y avait deux auteurs et donc nous on accompagne en principe un auteur, donc il fallait trouver un établissement partenaire qui puisse aussi rejoindre ce projet. Et là le travail a été aussi assez ambitieux et de raccrocher avec plutôt des classes, c'est un lycée professionnel d'animation. Je te laisse. Voilà, donc là c'est le lycée du Dolmen en fait, toujours à Poitiers, donc c'est un lycée professionnel qui donc a rejoint l'aventure et là a pris davantage en fait, mais là tu le détailleras peut-être Mathieu sur ce point-là. Donc l'aspect médiation en fait, donc la réalisation d'affiches notamment, donc les cartons d'invitation liés au spectacle, enfin tout l'aspect médiation a été pris en charge par les sections donc animation, donc bac pro animation donc du Dolmen. Et donc il y a eu tout un travail aussi de médiation auprès donc du jeune public,
puisque on l'a pas précisé encore, mais on a tellement de choses à dire qu'on va forcément en oublier. C'est que le spectacle, donc cette conférence dessinée, a été mise en place pour un jeune public, hein, donc un public donc d'écoliers. Donc c'était donc des CM1, CM2 qui étaient donc le public cible pour cette action. Et donc les élèves du dolmen avaient donc pour mission, enfin ont eu pour mission en tout cas, d'aller vers l'école et de prendre en charge toute la médiation autour de ce projet. Donc là, je te laisse compléter. Oui, alors effectivement, dans ce projet-là, quand on arrive avec Louise, il y a une idée qui germe, mais il y a quand même et c'est là où le cas est super important aussi, c'est que face à tout ça, il y a un principe de réalité. C'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et on devient en fait, on fait bouger des lignes. Et en l'occurrence, quand on est arrivé au dolmen, on est tombé sur des élèves qui étaient parfois en décrochage scolaire, parfois c'était plus compliqué en fait de les emmener sur des projets. Donc on les a emmenés sur autre chose. On les a emmenés sur la réalisation d'une affiche, par exemple, comment ça fonctionne. On les a emmenés aussi sur la réalisation d'histoires courtes, mais qui étaient en thème avec l'histoire. Et ils en avaient une section qui était une section animation. En fait, ils s'occupaient à la fois des enfants, mais aussi des seniors. Et ils ont dit qu'ils allaient rencontrer en fait avant le spectacle les élèves dans l'école pour qui on écrivait, parce qu'une des missions qu'on s'était données, c'était de faire écrire des secondes, mais de ne pas écrire pour eux, d'écrire pour les autres. Et ça change aussi le regard. C'est-à-dire, ce que tu vas écrire, c'est important. Ton message que tu vas porter, il va être important. Parce qu'il y a des enfants qui vont t'entendre là, qui ont besoin des mots que tu vas utiliser. Donc, c'est pas raconter mes malheurs ou je sais pas quoi. Donc, il y avait une espèce de nécessité. Et le groupe du dolmen, eux, ont été voir les enfants et leur ont dit, bah voilà, qu'est-ce que c'est que le harcèlement? Ils leur ont fait faire des jeux, mais là, c'était à leur manière, quoi. Il y avait une ficelle. Alors, est-ce que tu penses que si je me dis à quelque chose sur ton t-shirt qui est trop petit, alors est-ce que c'est du harcèlement ou pas? Alors, tu te mets de côté droit, tu te mets du côté gauche. Ils avaient fait tout leur ensemble, tout leur exercice, et ça c'était très intéressant de ce cheminement qu'il y avait entre les deux. C'était un projet qui est très riche. Je ne sais pas, Stéphanie, si tu veux qu'on fasse un vernis ou si tu veux. Oui, on va peut-être faire circuler la parole, mais en tout cas, voilà, ça pose déjà quand même le projet et surtout ses diverses ramifications. Et on reviendra sur le fait qu'effectivement, ça demande beaucoup de préparation, d'échange, de construction, voilà, pour aboutir finalement à ce concert dessiné à la fin en restitution. Mélissa Guillotot. Oui, c'est bon, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Bonjour. Oui. Donc moi je suis référente jeunesse donc pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc moi le dispositif que j'utilise c'est le volet 3 résidences d'artistes dont ma collègue Virginie vous a parlé ce matin. Donc nous la démarche est un petit peu différente. Donc les résidences d'artistes région, c'est vraiment l'établissement qui va décider avec qui il va vouloir travailler pour l'année à venir. En l'occurrence, voilà, Ta mère l'a mieux, c'est un collectif que je ne connaissais pas étant de Charente. J'ai une intervenante qui est venue sur les violences sexistes et sexuelles qui venait de Bordeaux, qui m'a parlé de cette association. Donc je suis allée un peu creuser et donc on m'a expliqué qu'il y avait des battles de compliments qui pouvaient s'organiser et se mettre en place entre élèves. Donc les élèves viennent se clasher, apprennent à se clasher à coups de compliments et d'éloges, ce qui change complètement. Donc moi je travaille sur 2 lycées professionnels et on a fait le choix de travailler avec les 2 lycées, avec les 3e prépa métiers. Donc des élèves qui sont un petit peu en décrochage, qui ont souvent un faible niveau. Et on s'est dit, on va aller travailler sur de l'écriture, on va aller travailler sur les mots, et puis après ils vont le mettre en voix, et puis ils vont aller se clasher à coups d'éloges pour se féliciter aussi dans plein de choses qui sont. Voilà, au niveau du dispositif. Est-ce que tu veux, toi, raconter un peu plus ce que c'est ? Oui, peut-être présenter un peu l'association, enfin le collectif association Ta mère l'a mieux, et puis donc vous intervenez plutôt au niveau du slam, mais pas que, et peut-être cette notion effectivement d'oralité, d'écriture, de poésie, voilà, dans votre projet, comment ça se manifeste ? Oui, alors le collectif Ta mère l'a mieux, c'est un collectif d'artistes des arts de l'écriture et de la parole, avec également des chercheurs en sciences de l'éducation, une chargée de prod, Marie, qui est là, qui travaillent ensemble pour créer des actions autour des arts de la parole dans une démarche bienveillante et empathique. Donc on travaille autour du slam de l'éloquence, mais on a aussi notre projet phare qui est le battle de compliments. Donc on organise des événements de battle de compliments, mais on l'utilise aussi comme outil de médiation pour lutter contre les discours de haine ou le harcèlement qu'il peut y avoir en milieu scolaire, en proposant des parcours en milieu scolaire,
de la 6e à la terminale, des parcours de battle de compliments, où du coup les élèves vont être amenés à, l'un face à l'autre, s'envoyer les plus gros compliments possibles à la figure, en ayant construit du coup tout un discours écrit avec des punchlines, de la poésie, des rimes, etc. Et ensuite, ils vont travailler autour de l'oralité et de la déclamation pour faire une restitution finale qui sera pleine de compliments. Donc on a travaillé avec Mélissa autour d'un parcours de 10 heures, de 5 ateliers de 2 heures, donc avec des 3e pro, c'est ça ? 2 classes de 3e pro. Donc c'est un public qui peut avoir une réticence parfois avec l'écriture, la poésie, les figures de style, tout ça. Donc l'idée, c'est de créer un parcours qui soit axé quasi uniquement sur des jeux d'écriture et de déclamation pour les amener à créer des punchlines de compliments pour venir complimenter un ou une autre élève jusqu'à une restitution finale en public devant d'autres classes où ils s'envoient des compliments à la figure. Donc ça, Mélissa, c'est un projet que tu as mis en place avec 2 établissements différents. Donc, moi, Tu peux prendre le micro. Alors, je ne suis pas très à l'aise avec les micros, mais il n'y a pas de souci. Où on peut aller jusqu'à 80 heures, donc on est beaucoup plus souple. Donc, ce qu'on a fait, c'est que chaque classe de 3e a rencontré vraiment séparément l'association. Donc, il y avait 2 intervenants à chaque fois. Donc, ils ont travaillé sur l'écriture, etc. Donc, ça a duré sur 5 jours. Et ensuite, ils ont eu toute une demi-journée où les 2 classes de 3e se sont rencontrées pour une restitution commune. Donc tout un filage sur la matinée. Et l'après-midi, ils ont fait les battles de compliments donc de 14h à 16h avec 160 personnes en spectateurs des 2 établissements. Donc il y a aussi des personnes qui en ont bénéficié sans avoir été vraiment acteurs des battles. Mais voilà, ça a bénéficié à pas mal de monde. On part d'élèves qui ne sont pas du tout volontaires pour adhérer à ce type de projet. Au départ, clairement, personne n'a envie de le faire. Tout le monde dit de toute façon, je ne monterai pas sur scène, c'est nul, je ne sais absolument pas ce que je fais là. Et à la fin, il n'y a aucun élève qui a refusé de monter sur scène. Ils se sont tous éclatés. Et certains élèves ont été sélectionnés pour faire partie du nouveau festival, le festival de talents lycéens qui a lieu à Senon le 20 et 21 mai prochain. Voilà, donc il y a des élèves de 3 établissements qui vont se réunir et qui vont s'affronter à coup de battle de compliments également. Oui, qui peut être finalement une manière de valoriser, de restituer. Tout à fait. En plus des restitutions qu'il y a eu dans les établissements, en fait, ils vont pouvoir aussi se confronter sur un festival de lycéens. Merci. Donc on va passer à Anna-Maria Haddad-Zavadinac et Émilie Chauveau. Donc Anna-Maria, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes comédienne, metteuse en scène et traductrice. Vous dirigez donc la compagnie fictive, vous l'avez indiqué tout à l'heure, qui est installée depuis 2022 à Poitiers. Vous êtes née au Brésil et vous vivez en France depuis 2013. Dans le cadre de votre cursus à l'ERACM, voilà, vous avez pu mettre en scène donc, un spectacle Beauté fatale qui a tourné, avec lequel vous avez aussi proposé des actions d'éducation artistique et culturelle. Et en 2019, vous avez débuté un master de traduction, donc je le précise puisque c'est important aussi dans votre parcours et dans le rapport à la langue et aussi à l'écriture. Et là, vous êtes en cours de création, donc spectacle qui s'appelle You Don't Know, qui est un spectacle autofictionnel pour 2 interprètes brésiliens. Et ensemble, vous essayez de traduire une chanson emblématique du Brésil. Et donc, vous vous confrontez effectivement à cette traduction et à la capacité ou à l'incapacité de pouvoir dire finalement des choses qui sont parfois pas traduisibles ou de l'ordre de l'indicible. Et donc, ça vous a amené à une enquête sur les difficultés à se traduire soi-même. Et c'est dans ce cadre aussi, puisque c'est donc un spectacle qui est en cours de construction. Vous avez un certain nombre de partenariats, notamment, et de résidences pour aboutir à finaliser ce projet. Vous proposez aussi, dans ce cadre-là, des actions d'éducation artistique et culturelle, et donc notamment des projets avec des lycéens. Et c'est comme ça que cette proposition est arrivée au lycée de Châtellerault, avec Émilie, où tu es toi professeur de lettres et de théâtre, et où j'imagine que cette proposition avait un double intérêt. Donc voilà, je vous laisse un petit peu en dire plus.
Merci beaucoup. Oui, donc pour vous faire la genèse de ce projet qui s'inscrit dans le dispositif résidence éclaircie, donc porté par la DRAC et le rectorat dans l'Académie de Poitiers. Eh bien, c'est l'année dernière, à peu près à cette période-là, où les mauvaises nouvelles financières tombant pour mes options théâtre notamment, on m'a soufflé à l'oreille que le dispositif éclairci existait. Donc, on a suivi tout le processus qui a été expliqué ce matin par Joanne. Et donc, effectivement, parmi les 3 artistes que nous avions présélectionnés, eh bien, le rectorat nous a fait l'appariement avec Anna Maria. Et donc, voilà, entre juin et septembre, on a co-construit le projet sur lequel nos élèves travaillent actuellement. Donc, ça a commencé en mars et ça va finir à la fin du mois de mai. Et effectivement, on est vraiment dans un processus d'écriture et pas forcément de restitution spectacle. Il va y avoir une restitution, mais ce n'est pas un spectacle. Et c'est vrai que, comme le disait Joanne ce matin aussi, ce qui était important dans ce projet de résidence, c'était le rayonnement territorial. C'est-à-dire qu'il y a le lycée qui est impliqué avec 2 classes, les options théâtre et une classe de première HLP, qui n'a rien demandé, mais voilà, ils sont très contents d'y participer aussi, puisque eux aussi sont dans une découverte de l'écriture, mine de rien, avec les objets d'études. Une classe de 5e SECPA de Châtellerault et un groupe d'une association de Ozon. Donc ça fait 4 groupes à mener jusqu'au terme dans ce dispositif. Et donc au-delà du fait d'être super accompagné par la DRAC, la DAC, j'ai la chance aussi d'être en partenariat avec les 3T à Châtellerault, qui est la scène conventionnée. Et donc c'est par eux aussi que les partenariats ont pu être faits avec les autres structures, le collège et cette association d'Ozon. Donc voilà, ça a l'air comme ça ambitieux, compliqué, comme votre projet à vous, c'est-à-dire d'aller vers d'autres établissements, d'autres structures. Mais finalement, quand les gens sont volontaires, ont envie, ou qu'on leur offre un projet quasi clé en main, voilà, les choses se passent très facilement et c'est très agréable. Et donc pour la suite aussi, pour le volet artistique, je laisse Anna Maria en dire plus. Donc bonjour, je m'appelle Anna Maria, donc je suis la metteuse en scène de la compagnie fictive. Et donc comme disait Stéphanie, je suis en train de créer un spectacle qui parle notamment, qui brasse notamment des questions d'intégration, d'assimilation culturelle, etc. J'ai eu l'occasion de faire pendant 2 années un projet d'éducation artistique et culturelle au collège Jean Moulin à Poitiers avec une classe de français langue seconde. Et donc là, on était vraiment plus sur des questions d'interculturalité. L'idée, quand j'ai proposé le projet dans le cadre d'Éclaircie, c'était de pouvoir élargir un peu le sujet et que ça puisse concerner pas uniquement des étudiants qui aient un lien avec une culture étrangère. Et donc, l'idée était de travailler sur la question de la langue française. Me suis rendu compte, moi, qui ne suis pas de langue maternelle française, que la langue française était aussi une question pour des personnes dont la langue maternelle était le français. Que c'était pas juste moi qui étais complexée par l'usage de cette langue, et que voilà, ça pouvait concerner la grande majorité des élèves. Et donc l'idée, c'était d'avoir une approche créative de la langue et de voir comment, en ayant une approche créative, c'était possible justement de déconstruire un petit peu une relation avec la langue très complexante, scolaire, où on va dire aux élèves que non, ça se dit pas comme ça, que non, ça s'écrit pas comme ça, voilà. De comment pouvoir contourner cette approche de la langue, notamment par l'écriture et aussi par le théâtre. Donc là, voilà, c'est on va dire le 3e gros projet de AC que je mène. Et je pense qu'avec l'expérience, j'arrive sur ce projet avec d'autres enjeux.
voilà, en plaçant différemment les enjeux, en tout cas pour moi et les attentes que j'ai de comment le projet va se passer. C'est-à-dire que jusque-là, je pense que j'avais plus tendance à me dire qu'il s'agissait effectivement plus d'un projet artistique. Et que là, j'arrive plus à me dire que c'est un projet d'éducation artistique et culturelle. C'est-à-dire que je ne viens pas mettre en scène un spectacle. Ce n'est pas mon travail artistique là, même si évidemment ça part d'une démarche qui est la mienne, qui est écrire de l'autofiction, de raconter son histoire, de comment on le met en scène, etc. Mais que l'idée, c'est de surtout transmettre moi, mon goût pour le théâtre, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai fait du théâtre ma pratique professionnelle et qu'est-ce qui me plaît là-dedans et de proposer aux élèves un espace où ils puissent éventuellement expérimenter cette même attirance que moi j'ai pour cette pratique artistique. Donc voilà, je leur propose des ateliers d'écriture où ils écrivent sur leur histoire avec la langue française, leur apprentissage, leurs difficultés. Et ils proposent aussi des scènes. Par exemple, je leur ai donné une consigne, ils devaient travailler en autonomie sur un cours de français idéal. Donc de réfléchir à qu'est-ce que ce serait un cours de français idéal, un chœur, de réfléchir à une scène chorale sur à partir d'un aspect de la langue française. Donc voilà, il y a un volet plus écriture, plus où ils vont raconter leur relation avec cette langue. Et puis un volet un peu plus théâtraliser tout ça et réfléchir à comment on peut le mettre en scène et pas juste être dans une approche discursive du sujet. Voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez donner un micro à Bertrand Monsieur. Donc Bertrand Bonnefond, toi tu vas nous parler donc d'un projet Moonboy avec la compagnie L'Après-Ciel, qui est un projet un peu particulier puisque là c'était pas vraiment une résidence d'éducation artistique et culturelle. L'auteur est venu plutôt dans le cadre d'une résidence de création, même s'il y a eu des ateliers qui ont été menés avec les lycéens, mais le sujet vraiment de sa résidence porte aussi sur la ruralité. Donc ce temps de présence de cet artiste va peut-être finalement déboucher sur une continuité, en tout cas avec le lycée, pour développer un peu plus un projet vraiment avec les jeunes. Mais est-ce que tu peux nous parler de l'accueil de cet auteur et de sa démarche et de pourquoi un établissement, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant pour toi d'accueillir aussi cette proposition? Oui, je peux le faire. Alors, la proposition, elle a été faite par le festival Vous êtes ici de Villeréal. C'est un festival en milieu rural qui privilégie la création hors les murs, hors la boîte noire. Et comme on est sur le même territoire, qu'on entretient des liens avec eux, ils sont venus nous faire cette proposition. Proposition qui était assez extraordinaire, c'est-à-dire accueillir pendant 15 jours un auteur qui est en train de travailler sur la finalisation de l'écriture de sa pièce de théâtre, en sachant que cette pièce de théâtre, elle parle du jeune rural aujourd'hui avec un projet d'installation. Et du coup, ça concerne une partie de nos élèves. Notre public, ce sont des jeunes ruraux qui, pour partie, souhaiteraient reprendre une exploitation agricole. Donc le thème était vraiment en écho avec le public de nos établissements. Et Joris Rodriguez, l'auteur, en fait, il en était vraiment à la phase où il voulait clôturer son texte pour valider une pièce de théâtre qui allait ensuite être travaillée pour donc Boîte Noire et In situ. L'In situ, c'est le stade de foot. Donc dans tous les lycées agricoles, il y a des gymnases et des stades de foot. Ça tombe bien. Donc on pourrait poursuivre cette aventure l'an prochain. Donc j'ai un petit peu décrit l'aventure. L'aventure, ça a été pendant une première semaine, les deux comédiens
le metteur en scène et il est accompagné d'une dramaturge. Donc là, on a compris comment s'écrivait aujourd'hui le théâtre. Il s'écrit accompagné par des gens qui sont techniques, qui ont vraiment un métier, un regard sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que les scènes, elles soient bien timées, que les propos soient clairs, que voilà comment. Et donc on a pu assister à tout un travail comme ça pendant la semaine de relecture, d'interprétation, c'était de la lecture théâtralisée en fait. Il y a eu une intervention auprès d'une classe, donc un temps de présentation, un temps d'échange, et expliquer comment effectivement le travail de création se faisait. Et puis une restitution ouverte aux élèves le jeudi soir, puisqu'on a beaucoup d'internes dans les lycées agricoles. Et là, une trentaine de volontaires sont arrivés dans le petit amphithéâtre pour regarder une heure de restitution, dont une partie des jeunes qui avaient déjà assisté dans le cadre de leur cours à une intervention. Donc on s'est dit, tiens, ça marche bien. Ce qui a permis... Alors pourquoi ça marchait aussi ? Parce qu'ils étaient en résidence, donc ils étaient hébergés dans notre établissement. Les comédiens, il y en a un qui va jouer un jeune qui joue au foot, donc il est allé voir nos jeunes, il a été voir le prof de sport, il a été récupérer un ballon de foot. Donc il y a eu, c'est vraiment la médiation du ballon de foot comme objet qui permet de créer la relation. Donc la relation, elle s'est faite. Les jeunes ont appris à dribbler au comédien. Le comédien leur a montré des choses. Et puis, ça a incité les jeunes à venir voir ce qu'il allait faire avec le texte, ce qu'ils allaient faire. Et la deuxième semaine, ça a été une semaine où, suite à cette expérience, suite au retour des élèves, Joris Rodriguez, il a réécrit et finalisé sa pièce. Et donc, là aussi, pendant cette semaine-là, il y a eu une rencontre avec des élèves, une rencontre pour expliquer le processus de création. Effectivement, ça nous a questionné sur... Alors, l'envie de Joris Rodriguez depuis le début, c'est d'être toujours en contact avec le public qui va décrire. Donc, les jeunes, ruraux. Donc, il a fait différents temps de résidence. Et là, on aimerait pouvoir construire à l'échelle de l'Aquitaine avec plusieurs établissements, puisqu'ils sont accompagnés par l'OARA dans leur création, mais aussi avec des scènes en Limousin et en Aquitaine. Donc de voir comment on pourra accueillir en résidence de création la compagnie au sein d'un établissement en parallèle de la semaine qu'ils vont aller passer dans la structure culturelle où là ils vont travailler le spectacle sur la scène. Et pendant cette semaine de résidence au sein de nos établissements, il y aura un atelier EAC de création avec des jeunes en parallèle. Donc l'idée, c'est de pouvoir voir à la fois un spectacle en train de se créer, de pouvoir expérimenter le travail de spectateur avec quelque chose qui est fait pour eux, qui est pensé pour eux, qui parle d'eux. Et puis aussi faire un travail d'atelier où c'est les jeunes qui vont, eux, s'exprimer sur ce qu'ils ressentent par rapport à ces métiers du vivant que sont les métiers de l'agriculture. Voilà. Merci Bertrand. On va du coup peut-être revenir un peu auprès des enseignants parce que voilà, on a vu que ces projets étaient assez ambitieux ou en tout cas médiateur ou référent jeunesse pour toi Mélissa. Comment est-ce qu'on fait concrètement voilà, pour mettre en place un projet au long cours avec un auteur à partir de quand ça se prépare? Comment on fait pour travailler avec ses collègues, sa direction voilà, quelles sont les étapes un peu préalables? Parce qu'on l'a vu ce matin, donc on a présenté des dispositifs. Donc ça, c'est une première phase, mais voilà, c'est cette première phase de préparation avant vraiment l'accueil de l'auteur dans les classes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que ça vous demande en termes d'organisation, de coordination ouais, pour prévoir ces projets au long cours? Alors, je me lance sur cette réponse. Effectivement, c'est un projet au long cours qui demande vraiment de l'anticipation. Alors, pour le projet qui nous concerne, là, Bouboule de neige, donc déjà, c'était sur l'année scolaire précédente, en fait. Donc, il y a un an pile, en fait, on faisait la restitution. C'était exactement le 14 mai, si je me souviens bien. Donc, en fait,
c'est vraiment un projet qui se met en place en fin d'année qui précède la mise en route vraiment du projet. C'est-à-dire que dès le mois de mai-juin, il faut déjà réfléchir activement à ce qu'on a envie de faire pour la mise en place à la rentrée suivante. Et d'ailleurs, l'appel à projet, en tout cas pour la résidence de l'ALCA, hein, donc c'est fin juin, oui, c'est ça, c'est jusqu'au fin juin. Fin juin, là, cette année, c'est 26 juin. Voilà, c'était aux alentours donc, du 25. Donc, ça nécessite effectivement une concertation pour pouvoir mettre en place avec les collègues au sein de l'établissement ce fameux projet. Donc, le premier contact avec l'artiste ayant été fait, donc là, après, l'étape suivante, c'était de voir qui serait intéressé pour participer. Et en ce qui me concerne, moi, la première initiative aussi de ma part, ça a été aussi de prendre contact avec la référente jeunesse de l'établissement qui a aussi l'habitude de travailler en projet et qui fédère également dans l'établissement. Donc, ensemble, on a vu aussi ce qu'on pouvait mettre en place. Et d'ailleurs, on a tout de suite mis en place une réunion pour discuter de ce projet avec mes collègues documentalistes, notamment Nathalie Collin, qui s'est vraiment emparée aussi du projet. Et donc, ensuite, on a contacté les enseignants pour voir qui serait intéressé. Et rapidement, les enseignants de français, de décor peint, là, notamment pour tout ce qui était la partie technique de la mise en place du décor, ont répondu favorablement, en fait. Voilà, même s'il y avait encore des incertitudes. Oui, voilà. C'est que là, on avait une trame, mais on ne savait pas encore vraiment ce vers quoi on allait concrètement, en fait. On savait globalement l'idée du projet, qui était de faire cette conférence dessinée, mais on ne savait pas encore trop comment. On savait qu'on voulait écrire, dessiner, faire des décors, faire de la médiation, monter sur scène, mais après, voilà, on n'avait pas encore tous les éléments. C'est ça, Mathieu ? Et est-ce que donc c'est facile? Alors j'imagine que ces projets sont de toute façon compliqués à porter seul en tant qu'enseignant, que forcément il faut faire équipe. Est-ce que ça c'est des choses assez simples à mettre en place? Parce qu'il y a aussi la question des emplois du temps forcément. Ce sont des projets lourds puisqu'il y a pour une cinquantaine d'heures pour certains. Donc j'imagine que c'est aussi... Alors, c'est vrai que c'est très compliqué. Effectivement, les contraintes des emplois du temps sont particulièrement présentes dans la mise en place des projets. Et c'est vrai que tout faire combiner, alors surtout quand on va travailler avec plusieurs classes en parallèle, c'est vrai que la planification, elle est un peu complexe. Donc là, nous, on avait choisi de travailler... Donc là, c'est le document de synthèse. Ça, c'est un planning d'intervention, ouais. Voilà, parce que nous, donc, on avait choisi de travailler sur ce projet donc, avec une classe de seconde générale. Donc, c'était surtout sur la partie écriture et dessin. Et donc, il y avait aussi donc, les classes du pôle professionnel pour la mise en place des décors. Donc, c'est d'ailleurs eux qui ont commencé le projet, puisqu'on a commencé par ça. Et après, il y avait aussi l'articulation avec le lycée du Dolmen. Donc, tout ça, en fait, ça demande quand même de la concertation, de la mise au point, savoir à quel moment c'est préférable. Et en plus, il y a une autre contrainte, c'est qu'on commence à réfléchir en mai-juin, donc sur les objectifs généraux du projet, mais on n'a pas encore les classes et on n'a pas encore les emplois du temps. Donc, de toute façon, on est obligé d'attendre concrètement la rentrée pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est vrai que dans la phase d'élaboration, on se lance, mais on est un peu sur la phase de challenge. On se dit on devrait pouvoir faire ça, mais on ne sait pas vraiment. Je voulais préciser des fois les professeurs aussi. Là, en l'occurrence, on avait un professeur de français qui devait travailler avec nous sur l'écrit, qui lui a émis d'entrée de jeu des réserves parce qu'on était sur la thématique du harcèlement et qu'il en avait marre en fait de ces thèmes imposés. Donc il a fallu aussi lui expliquer notre démarche et en quoi elle était différente de ce qu'il avait l'habitude de faire et qui serait aussi partie prenante, qu'on comptait aussi sur lui pour s'accaparer le projet, etc. Donc des fois, c'est pas parce qu'on avait ciblé une équipe, il faut aussi savoir convaincre. Oui, c'est-à-dire il y a un moteur, mais après il faut embarquer le reste de l'équipe. C'est vrai que c'est là où vraiment le mot incertitude prend vraiment son sens. C'est que on pense que ça va être bon, mais il y a encore des éléments qu'on maîtrise pas toujours et que ça peut être la surprise. Ce qui est important aussi dans cette phase de mise en place, c'est la discussion avec l'équipe de direction et de gestion.
sans qui la mise en place ne peut se faire. Et c'est vrai qu'il faut déjà présenter son projet à l'équipe de direction, en avoir l'accord, et puis monter la partie financière. Donc c'est vrai que même si donc, il y a une prise en charge importante de l'ALCA sur ce dispositif, il y a quand même une petite charge donc, de l'établissement qui doit être votée en CA avant donc, le dépôt du projet. Donc c'est vrai que c'est des phases qu'on doit anticiper vraiment donc, sur cette fin d'année scolaire précédant le projet. Merci. Ouais, il y a Émilie qui voulait aussi réagir. Je rejoins tout à fait ce que tu dis, Louis. C'est de l'anticipation avec des inconnus, puisqu'on fonctionne par année scolaire et non pas par année civile. Mais c'est important d'avoir des équipes fortes qui nous soutiennent. On ne fait rien tout seul. Et que ce soit les enseignants, alors après, on les choisit plus ou moins et puis on arrive à les embarquer, tant qu'à faire. Mais l'équipe de direction, c'est important parce que c'est elle qui donne son accord, mais c'est elle aussi qui rappelle à quelques éventuels récalcitrants ou que le lycée, potentiellement pour certains élèves, il est en mode résidence d'artiste. Et donc, les emplois du temps, sur cette semaine-là, ils vont un peu exploser. Et puis, on essaiera de rattraper les heures ou pas, mais que de toute façon, ils auront travaillé. Alors oui, pas tout à fait de façon scolaire, mais en tout cas, ils n'auront pas rien fait, parce que dans la tête de certains collègues, il faut quand même dire aussi qu'il y a peut-être potentiellement cette idée, résidence artistique, c'est pas considéré toujours comme du travail sérieux. Non, puis c'est pas le programme, ce n'est pas le programme. Mais après, chacun, on est d'accord que le programme. Mais donc il y a encore des idées reçues sur lesquelles il faut qu'on travaille de concert. Mais c'est bien parce que ça diminue. Et donc l'équipe de direction, elle est là aussi pour appeler et donc faire taire éventuellement quelques avis un peu négatifs ou qui feraient culpabiliser les élèves aussi en disant mais t'as été absent telle semaine ou telle. Oui, mais après ils seront très très contents d'aller voir les restitutions et de voir ce travail qui, pour le coup, est relativement invisible. Nous, on le suit heure par heure, minute par minute, mais c'est vrai que pour le reste, pour beaucoup de collègues, le fait, c'est qu'ils ne voient pas les élèves. Donc, où sont-ils? Que font-ils? Suspicion de « Oh, mais ils s'amusent ». Oui, alors on peut travailler en s'amusant, ce n'est pas incompatible du tout. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir un discours commun. Alors l'intendant, c'est très important parce qu'ils gèrent les budgets et c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse et c'est eux qui, globalement, font la fiche budget. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et c'est important d'être soutenu par un certain nombre de partenaires institutionnels. Et juste pour compléter par rapport donc à l'équipe de direction, l'accord aussi est extrêmement important quand il y a besoin aussi d'héberger les artistes ou de faire participer l'établissement pour les repas aussi. Il y a toute cette partie-là. Alors nous, on n'avait pas l'hébergement pour toi, Mathieu, mais c'est vrai que sur d'autres résidences, c'était le cas et c'est parfois complexe. Et si on n'a pas leur accord, c'est compliqué en fait. Donc c'est même l'étape essentielle. Mélissa, de ton point de vue aussi. Sur la résidence d'artiste régionale, c'est vrai que l'anticipation, je crois, est encore plus longue parce que moi j'ai contacté l'association à peu près en mars parce qu'il fallait le temps de monter le projet, d'avoir l'accord effectivement de mes 2 équipes de direction, des 2 équipes éducatives. Il fallait que ce soit voté en CA, donc ça à peu près en juin, pour le déposer sur la plateforme en juillet, pour que ce soit voté en novembre, pour le passer en décembre. Donc l'anticipation, donc c'est vrai que des fois, y a une équipe éducative qui nous dit oui, mais il y a 2-3 enseignants qui vont changer au sein de l'équipe. On ne connaît pas nos élèves, là c'était des 3e, donc on ne savait pas avec qui on allait partir, mais on le tente, on essaie, on voit ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'il y a une très grande anticipation. Je crois que c'est vraiment quelque chose à retenir, c'est que le temps de mettre en place le budget prévisionnel, la fiche projet, le conseil d'administration, l'ACP régional, tout ça prend un temps conséquent. C'est possible, j'en monte chaque année, mais c'est vrai que c'est assez long. C'est chronophage. Ouais, complètement. Et votre collaboration avec les enseignants, ça va? Elle se passe de façon assez fluide dans les établissements? En jeunesse, maintenant, on est implanté dans les établissements depuis un moment. C'est vrai que moi, je propose des résidences d'artistes chaque année, donc les équipes éducatives, les équipes de direction me connaissent et savent comment ça va fonctionner. Donc ils me font confiance là-dessus, ce qui est très appréciable. Le fait d'avoir récupéré un 2e lycée professionnel, ça m'a permis en fait de monter les mêmes résidences chaque année sur les 2. Donc à chaque fois, les publics se retrouvent, se rencontrent. On est dans 2 univers très différents. J'ai un 1er lycée professionnel, on est sur des bacs pro animation, des métiers de la mode, très féminin à 85%.
Et quand je bascule à Soyo, on est sur mécanique auto, conducteur routier, etc. Donc c'est assez rigolo, c'est deux univers vraiment complètement différents, mais qui se rencontrent sur des projets de AC et ça fonctionne vraiment. Bertrand, tu voulais ajouter quelque chose sur cette construction? Est-ce qu'en lycée agricole, il y a des spécificités? Moi, je rejoins sur le fait de convaincre les équipes de direction. Déjà, c'est la première chose, c'est avoir les moyens de leur part. Et puis là, cette année, par exemple, ça a été compliqué parce que l'internat, il est plein. Donc, du coup, on ne peut pas accueillir les... Et puis, finalement, on se rend compte que c'est un moment où il y a des élèves en stage. Donc, ça se libère. Donc, voilà, il y a beaucoup d'informations qu'il faut trouver. Ensuite... la chance qu'on a, c'est quand même que c'est le festival Vous êtes ici qui est venu nous chercher. Donc, il nous offre une résidence. On a juste à nourrir, héberger les auteurs. Et au début, il y a quand même de l'incompréhension de la direction. Donc, il y a de la pédagogie à faire auprès de certains nouveaux directeurs. Ils ne sont pas habitués, ils ne savent pas comment ça va fonctionner. Et puis, ils ne voient pas non plus tout de suite l'intérêt. Et ensuite, il y a tout le travail de convaincre les collègues qui sont aussi susceptibles d'être intéressés, de trouver des temps pour qu'ils puissent rencontrer la compagnie, les auteurs, pour qu'on puisse mettre en place les ateliers. Donc oui, il y a de la logistique, de la préparation, ça prend du temps. Sur d'autres projets, parce que en fait là celui-là, il est vraiment offert sur un plateau, donc je dirais qu'on n'a pas eu un travail énorme à faire pour le monter. On l'a reçu et on l'a accueilli et on a fait preuve d'hospitalité parce que c'était important. Pour d'autres projets, ça va être en partant de la structure culturelle. Donc, j'avais un autre projet dont j'aurais pu parler, c'était un projet qui a été mené avec Romain Renard, qui est auteur de bande dessinée, le Florida à Agen et le festival pour la rencontre de Bonne Rencontre. Donc l'idée, ça a été d'avoir plusieurs partenaires qui se sont réunis, qui ont réussi à trouver des fonds, et 3 établissements agricoles du Lot-et-Garonne qui se sont réunis aussi, et pendant une semaine de résidence au Florida. Et ça rejoint un petit peu le concept de ce que vous avez présenté. Là, c'était une production audiovisuelle, mais il y a des élèves qui faisaient la musique, il y a des élèves qui prenaient des images, il y a des élèves qui avaient écrit le script, il y a des élèves donc ça s'appelle Chronique d'Agen sur YouTube, on peut le trouver. Et donc c'est un projet qui était très très émouvant aussi parce que dans la classe de Bac Pro Sapat de mon collègue de Tonins, il y avait des jeunes filles qui venaient d'arriver en France, donc d'origine du Mali, des Mahorais, des gens du Maroc, d'Algérie. Et donc c'est les élèves de la classe qui ont fait des portraits de ces jeunes filles, qui racontent leur expérience de l'arrivée dans la ville d'Agen et le premier contact avec donc le choc culturel que ça peut susciter, le dépaysement. Et le travail de l'auteur, là, ça a été vraiment d'accompagner les élèves, et puis de réunir toutes les images, tous les sons, et d'en faire un montage assez sensible. Merci. Si je peux juste dire quelque chose, pardon, pour revenir encore sur l'organisation, l'anticipation, tout ça, en fait, de dire aussi que, pas pour tous les artistes, mais en tout cas pour les artistes du spectacle vivant, il faut cette anticipation-là. En fait, nos saisons, elles s'organisent vraiment très en avance, avec au rythme des saisons, des lieux culturels notamment, qui prévoient leur saison vraiment 1 an à l'avance. Donc, de toute façon, c'est pas possible pour moi, par exemple, de mettre en place un projet de AC en anticipant sur 2 mois. Enfin, il faut vraiment au moins 6, voire 8, idéalement, 8 mois d'avance pour pouvoir aussi créer un calendrier qui empiète pas sur des temps de création, qui soit confortable pour la dynamique de la compagnie, pour que ce soit une année cohérente. Je me suis déjà retrouvée avec des années qui n'avaient ni queue ni tête, où aussi c'était, pour le coup, ça portait préjudice à l'établissement de devoir, j'étais parfois dans 3 villes différentes sur une semaine, enfin c'est intenable, donc voilà. En tout cas, je ne sais pas comment ça fonctionne pour les personnes qui sont payées en droit d'auteur-autrice, mais en tout cas pour le spectacle vivant, je sais que voilà, ça, de toute façon, il faut
une grosse anticipation. Mais tu as tout à fait raison. Voilà, justement, je voulais vous donner la parole plutôt côté auteur-autrice parce que vous avez vos propres logiques professionnelles aussi, votre temps de création. Et en effet, ces projets à court terme ou long terme, eh bien, il faut que vous puissiez vous aussi les anticiper et donc les caler dans votre année parce que toi, Anna Maria, c'est dans cette production de spectacles vivants où en effet tu dois anticiper parce que tu peux avoir des déplacements dans toute la France, voire même plus loin. Et après, Mathieu, quand on est dans création bande dessinée, ça prend beaucoup de temps. Parfois, il faut 2 ans pour aboutir à un album BD. Et il faut que ce temps aussi disponible pour ces projets qui sont quand même assez prenants, puissent trouver place aux côtés de votre activité principale, qui est en principe l'activité de création. Ouais, pour tout dire, c'est assez chaotique. C'est très compliqué, cette alchimie. La chaîne du livre fait qu'on a besoin de assez en fait, pour vivre. Et en même temps, on a besoin d'être immergé parfois dans les processus de création parce que une fois qu'on est sur notre atelier, on sait qu'on va aller beaucoup plus vite si on doit faire 15 planches que si on fait 2 planches et puis on fait 2 AC et puis on fait 2 planches. Il y a un principe de réalité aussi. Et tu vois, moi, s'il y a des établissements qui vont me solliciter pour faire 2 ou 3 interventions, je vais les prendre. Clairement, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et on a tous, en tout cas dans le milieu du livre, on a été assez perturbé en fait par le fait qu'il y a eu le gel du pass culture, qui fait que derrière les enseignants ont eux-mêmes sont adopté un autre positionnement qui était celui de la méfiance. Il y a une espèce de truc de confiance rompu avec l'institution et le financement public, qui dit moi je sais pas en fait, je sais pas, j'ai envie là mais je sais pas si je vais pouvoir venir. Et sur le temps long, c'est ce que ça nous a offert cette résidence, c'est-à-dire que d'un coup là, hop, tout ça on l'évacue. On évacue l'aspect financier, on évacue le temps qu'il faut pour créer, pour produire. On essaie de mélanger les deux. C'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on pourra voir des planches, mais le fait d'être dans ces résidences sur temps long, c'est bien, mais c'est vraiment satisfaisant. En même temps, ça demande une anticipation que non pas toujours, qu'on a du mal à positionner en ce moment avec les enseignants. Alors là, ça s'affole parce qu'au 20 mai, tout s'arrête, il faut que tout soit posé, au mois de juin, ça soit fait, et ouais, on en est où, on est comment, et tout ça. Il y a ceux qui montent les gros bras, qui disent ouais, nous, on est déjà prêts depuis un petit moment, et puis il y a ceux qui s'affolent de partout. Donc on est tous à des vitesses différentes, hein. Mais en même temps, une fois que c'est positionné, moi je sais que je suis assez... j'aime aussi faire des résidences d'auteurs parce que c'est un moment où, pas forcément scolaire, mais de résidence de création, et je sais que là, je vais très très vite. J'ai eu la chance de faire le Chalet Mauriac, par exemple, qui est un dispositif Alca, où là, moi, je travaille entre 2 à 3 fois plus vite que si je suis chez moi. Tout ça parce que il n'y a pas les à côté, il y a pas on avance, Là, je me suis nourri sur ce projet-là, je me suis nourri, c'est sûr. Je me suis nourri surtout pour la partie hors les cases. Sur l'écriture, pas tellement finalement. Sur le dessin, pas tellement. Mais c'est des projets qui sont... C'est important en fait. Voilà, on panache avec tout ça, on fait comme on peut. On essaye. Voilà. Tu voulais... Oui, peut-être si tu veux réagir, Maëlle. Après, vous, l'association, c'est peut-être un peu différent parce que c'est un peu l'objet aussi de votre structure. Oui, nous, on a Marie qui gère tout ça, donc c'est déjà beaucoup plus facile. C'est elle qui gère les plannings des artistes, les interventions, mais c'est sûr que ça demande quand même de l'organisation et que c'est pas toujours facile de trouver des artistes disponibles parce qu'ils ont aussi une carrière artistique à côté. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est quand même conséquent de trouver des artistes disponibles, surtout dans des résidences sur un temps long, pour que ce soit toujours les mêmes ou quasiment toujours les mêmes. Pour les élèves, c'est important aussi. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir Marie, ça facilite quand même énormément ce travail-là. Mais l'anticipation reste toujours très importante pour pouvoir planifier les plannings sur un temps long, parce que si on nous dit dans 2 semaines on a besoin d'un artiste qui soit disponible pendant 18 heures, c'est impossible, on ne trouvera jamais. Donc c'est vrai que l'anticipation c'est quand même pas mal pour avoir les artistes. Oui, de toute façon les contraintes scolaires font que après, comme tu le soulignais Mathieu, il y a des aléas, et notamment sur des financements qui parfois se gèlent, et où les projets ne peuvent plus avancer comme prévu, ou pour d'autres types d'aléas.
Mais bon, de toute façon, j'imagine que dans ce type de projet, l'adaptation est le maître mot. On s'adapte. C'est l'adaptation, parce que c'est vrai qu'entre les projets déposés, les intentions des auteurs et ensuite la mise en pratique réelle sur le terrain, il y a forcément des ajustements et des réécritures à opérer. Et après, je voulais aussi vous laisser la parole, les auteurs. C'était alors tu as dit qu'effectivement pour toi c'était important donc ces moments de résidence et de partage de la création avec des publics, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette motivation à travailler avec des jeunes et des lycéens et qu'est-ce que tu y retrouves toi Ouais, alors l'histoire en l'occurrence qu'on a écrite qui s'appelle donc Le Poêle et Flocons, l'idée c'était de dire que c'est un bonhomme de neige qui cette année, depuis la rentrée des glaces, que je veux présenter le projet parce que c'est peut-être ce qui est le plus simple pour essayer de comprendre notre processus, il trouve plus sa place, il joue pas à la bataille de neige avec les autres, et puis il joue pas non plus à la poudre qui rembelle, enfin il n'arrive pas à s'y situer, et puis ça finit par agacer des élèves qui, agacés, lui jettent de la boule de neige, et donc plus il prend des boules de neige, plus il grossit. Il y a Maître Yeti qui intervient, qui dit stop, on arrête, vous n'avez pas le droit de faire ça, tout ça. Alors les élèves comprennent que oui, ils ont fait quelque chose de mal, mais Bouboule de neige, lui, il continue, il a peur, et donc pour calmer sa peur, il mange de la neige. Et donc plus il mange de la neige, plus il grossit, plus il grossit. Donc il y a ce cheminement-là ensuite de l'acceptation de son corps, comment on fait, véhiculer, et puis s'accepter ses différences, et en même temps vivre avec les autres, être heureux. Donc tout ça, ça va être traité. Donc on a un postulat de départ, et moi j'arrive avec ce postulat de départ. J'arrive avec ce canevas, on dit il va se passer ça au départ, il va se faire soleil, et puis à la fin, en fait, les autres ils vont fondre, et puis toi tu vas avoir des magnifiques fleurs de printemps et tout, ça va être génial. Donc il fallait que ça finisse un peu happy end. Et puis là-dessus, moi je dois faire non mais c'est un peu ça. non, parce que justement, c'est plutôt de la pienne. Et il fallait que je fasse travailler les élèves. Une fois que je leur avais posé ce canevas, il faut quand même qu'eux, ils aient une part créative là-dedans, quoi. Donc j'avais découpé le groupe en plusieurs, plusieurs petits groupes en disant, toi, tu vas travailler sur cette scène de harcèlement, et puis donc tu dois écrire, tu dois utiliser les sens. Ferme les yeux, je veux que tu sentes le truc, je veux que tu vois machin, et tu utilises tes mots pour les faire tout ça. Et puis alors, le groupe d'après, c'était alors toi à ce moment-là, tu dois grimper la montagne, mais t'es essoufflé. Alors qu'est-ce que tu ressens, comment tu peux dire les choses, et essayer de mettre en phase l'élève avec l'empathie que pourrait avoir Bouboule de neige. Mais forcément, il y avait un groupe là, celui du milieu, le groupe numéro 2, qui invente un personnage qui s'appelle Léon. C'est le copain Léon. Ah merde, il y a Léon. Alors. Et donc j'allais voir le groupe numéro 1, bon, il y a un Léon. Alors il y a un Léon, mais il est plutôt sympa. Puis après, et comme ça, on arrivait, et puis moi-même aussi, j'ai atteint ma limite aussi parfois, et c'est là où le corps enseignant était super intéressant pour d'abord m'accompagner sur les 4 groupes en même temps, c'était pas simple, et puis le professeur de français, pour le coup, lui qui était aussi un peu adepte de ce genre d'écriture, parce qu'il fait du slam et tout ça, de temps en temps, il a aussi redonné des coups de fouet, parce que c'est pas simple, on était face à est-ce que tu le disais très bien, je sais pas, l'un de vous qui disait, c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné qu'ils montent sur scène, c'est pas gagné, quoi. C'est pas fait, quoi. Et donc il faut leur dire qu'il faut réaliser, il faut se faire. Alors on leur avait donné le choix dès le départ. On avait on avait dit à la salle, on veut 2 groupes à peu près équitables, ceux qui veulent dessiner en direct, et puis ceux qui veulent raconter l'histoire. Donc chacun, ça on n'a pas trop eu à intervenir. Ouais, franchement, déjà, je m'y attendais pas. Moi, je me suis dit, et sur la partie dessin, c'est pareil. Dessiner en direct, c'est pas simple. Alors, on leur a fait faire des exercices. D'abord des traits, ensuite des ronds, être accompagné de musique, comment ça fonctionne. Et puis, on n'est pas dans la recherche d'un beau dessin, on est dans la recherche d'un dessin efficace. Et dans l'occurrence, comme c'était des bonhommes de neige, un bonhomme de neige, c'est 2 ronds, un petit puis un gros. Donc ça va, normalement on peut y arriver, tout le monde peut y arriver. Donc comment on fait pour le mettre en mouvement. Il y avait tout ça, et ce dont on n'a pas parlé encore, c'est qu'il y avait de la musique. Voilà, il y avait de la musique, et c'était des lycéens aussi qui jouaient. Les lycéens de Victor Hugo qui sont venus créer la musique spécialement pour le spectacle. Donc ça aussi c'était super. Et oui, vous avez mis quelques planches parce qu'il y a donc la production qui a été faite avec les élèves. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, puisque la question que me posait Stéphanie, c'était comment se passe ton processus créatif. Et bien derrière, en fait, de cette matière-là, moi j'ai repris le chemin de l'atelier, et j'ai fait les planches avec Thibaut. On a fait les planches de l'histoire. Si je dois être tout à fait honnête, je peux dire que sur l'histoire, finalement,
l'histoire de la résidence m'a pas apporté grand-chose parce que j'étais arrivé avec un canevas assez serré et j'ai pas forcément récupéré grand-chose de ce qui s'était nourri. Par contre, je me suis énormément nourri de ce qui s'est passé dans la salle, de ce qui s'est passé dans les ateliers en termes de diction, d'émotion, de comment ils véhiculaient, quel était leur positionnement, quels étaient les moments où ils mettaient des blancs, des silences. Et ça, dans cette mise en scène-là, j'avoue que ça a été très fort. Notamment, il y avait deux élèves qui étaient sourds et muets, et donc il y avait une interprète qui venait signer. Alors là, je vous dis pas, hein, dans une salle, quand il y a quelqu'un qui d'un coup se met à signer, ça pose un truc, c'est énorme, quoi. Voilà, ce que je peux dire quand même, hein, je sais pas, c'est peut-être une conclusion avant l'heure, mais c'est que c'est probablement artistiquement un des moments les plus forts que j'ai vécu. La restitution, parce que évidemment le public, le spectateur n'est pas censé le savoir, mais ceux qui montent sur scène, là, les gamins, là, c'était pas gagné. Ils le font en toute beauté, en toute franchise, en toute sincérité. Ils parlent de ça, ça dessine, ça joue, il n'y a pas un pain. Franchement, moi j'en avais les larmes aux yeux, quoi. Je me suis dit Et hier, il y avait des personnes du public qui sont sorties avec les larmes aux yeux. Ouais, c'était fort. Moi j'ai trouvé que c'était très fort. Rien que ça m'a nourri, ça m'a donné de l'énergie pour continuer ce métier-là, qui n'est pas toujours simple. Et des fois, je me dis, il y a des moments d'exaltation, quoi. Et celui-ci en était un. Voilà. Merci. Oui, Maëlle, si tu voulais réagir. C'était quoi votre question? C'est oui, c'est ça, ouais. C'est voilà, artistiquement. Pourquoi vous intervenez avec des jeunes, des scolaires, des lycéens? Enfin voilà, qu'est-ce qui vous motive? Quel est le moteur pour être à cet endroit et le lien avec la création? Alors déjà, il y a deux volets parce que moi, je suis docteur en sciences de l'éducation et de la formation et donc je fais de la recherche sur ce que l'art peut apporter aussi aux élèves en termes de didactique, de pédagogie, de lutte contre l'insécurité linguistique, etc. Donc il y a ce volet très éducatif, l'art comme outil qui peut servir à régler certains conflits que peuvent avoir les élèves, notamment en lycée pro, avec l'appréhension de la langue française, comme le disait Anna Maria, ou avec tout simplement le cadre scolaire, les codes, la poésie aussi, parce qu'on utilise beaucoup la poésie. Donc il y a cet aspect très côté éducatif, et du côté artistique, le battle de compliments. Donc moi j'en fais, les artistes qui interviennent en font, et on se rend compte à quel point c'est un levier qui permet de développer des compétences qui sont très utiles au quotidien. Que ce soit l'empathie, mais que ce soit aussi l'expression orale, la confiance en soi à l'oral, la capacité à s'exprimer, à regarder quelqu'un dans les yeux quand on lui parle. C'est vraiment des compétences transversales que cet art permet d'acquérir. Donc c'est dans cette visée-là qu'on intervient auprès de ces publics-là. Et ça permet aussi de redistribuer les cartes en quelque sorte, parce que les élèves au niveau scolaire sont souvent très étiquetés. Il y a le bon élève, il y a le mauvais élève, il y a celui qui se fait tout le temps virer de l'établissement scolaire. Et en fait, nous, on arrive avec un regard très neutre sur eux et on redistribue complètement les cartes à travers l'art, parce que finalement, se dévoilent des profils complètement différents à travers l'art. Et si je reprends l'exemple de cette résidence, le premier atelier, il y a une des enseignantes qui nous a dit « Celui-ci ne montera jamais sur scène, vous ne lui ferez pas écrire un texte ». Et ben, au final, c'est celui qui s'est le plus investi dans le projet, et à la restitution, il était tellement heureux de déclamer son texte en public. Donc ça redistribue aussi les cartes, et ça, je trouve que c'est très important d'un point de vue artistique. Et grâce vraiment à un lien très privilégié entre l'intervenant et cet élève. Et en fait, l'intervenant ne devait pas être là sur la restitution. Et finalement, il a réussi à se libérer, parce que sinon l'élève ne montait pas sur scène si la personne sur laquelle il s'était appuyé pendant toute la résidence n'était pas là, en fait. Donc c'était très très chouette, la relation qui s'est créée et le fait qu'il arrive effectivement à monter sur scène et à dépasser ses peurs. Ouais, vraiment. Oui, merci, tout à fait. C'est vrai que c'est cette relation, enfin, sur ces projets au long cours, forcément, il y a une relation qui se crée voilà, avec cette personne qui est un auteur, qui n'est pas l'enseignant. Et voilà, le cadre bouge un peu, et les élèves peuvent se permettre aussi d'être différents ou de faire d'autres propositions. Ça fait bouger un peu les lignes dans ce type de projet. Ouais. Et Anna Maria, est-ce que toi, tu voulais aussi nous indiquer? Oui, je pense que pour moi, c'est déjà d'être en contact avec des gens,
de sortir un peu de l'isolement, que ça peut être d'écrire un spectacle, de partager une démarche, de partager une pensée, de voir à quels endroits ça résonne, à quels endroits c'est pas très pertinent. Ça, c'est quelque chose qui m'aide pour écrire. Voilà, d'être dans le partage d'une réflexion. Et oui, l'aspect de vraiment rencontrer des acteurs culturels, de rencontrer des publics, d'être confronté à, comme je disais, à des personnes qui partagent ou pas un vécu ou et c'est sûr que c'est hyper satisfaisant quand une restitution se passe bien, quand les élèves s'éclatent, quand on voit qui sont déplacés. Toi, tu disais effectivement, tu avais un peu évolué aussi au cours des différents projets d'éducation artistique et culturelle que tu avais pu mener, que tu étais moins dans cet aspect vraiment purement création au départ, et où il y a aussi cette co-construction peut-être et de créer des projets où l'élève, l'autre, et tu fais avec du coup cette proposition artistique. En fait, la difficulté pour moi au début, j'ai fait 3 gros projets. Là, c'est le 5e en vrai. Enfin, j'étais genre, ah non, mais en fait, j'ai fait ça aussi et j'ai fait ça. Donc, ça a pris du temps pour que ça mûrisse. Mais oui, je pense que ce qui s'est déplacé, c'est surtout de ne plus me mettre la pression de cette restitution comme si c'était mon spectacle qui allait sortir le 29 mai et que, c'est pas ça l'enjeu. Mon spectacle va sortir en décembre et c'est stressant aussi. Mais du coup, là, c'est pas ça qui est important pour moi. C'est les ateliers. C'est chaque atelier, comment se déroule chaque atelier, comment on a envisagé le projet aussi dans sa globalité. On parlait encore une fois de l'organisation et ça, c'était hyper important dans comment on s'est organisé. C'est-à-dire que il y avait les contraintes du lycée, du collège et de l'association avec qui on travaille. Mais là, pour la première fois, j'ai su aussi dire, alors pour moi, c'est important de faire des ateliers que le matin et l'après-midi, j'écris. Et donc voilà, là, c'est la première fois que j'arrive aussi à me dire non, mais en fait, c'est important que ça s'organise autrement, donc je l'impose. Et ça a été extrêmement bien reçu. Enfin, là, il n'y a eu aucun problème. Donc, je trouve que ça, c'est important aussi quand on est enseignant et qu'on met en place un projet avec un artiste, c'est même d'encourager l'artiste à réfléchir à qu'est-ce qui est important pour lui. Parce que souvent, en tant qu'artiste, on va un peu se plier. On va avoir tendance en tout cas, j'ai l'impression, à ne pas. On voit que l'organisation est compliquée. Nous, on est intermittents. On sait qu'on a plus de flexibilité. Du coup, on va avoir tendance à se dire mais c'est important d'être vraiment à l'écoute des artistes et de les encourager à réfléchir ces résidences comme aussi des temps justement qui vont être utiles pour eux et dans une temporalité qui va être à leur service. Et je pense que pour moi, c'est ça aussi. J'ai jamais fait de résidence d'écriture pure, mais c'est la première fois où je fais une résidence où je suis logée au lycée, je mange à la cantine, le matin j'ai atelier et l'après-midi j'écris et j'avance beaucoup plus vite que chez moi. Donc ça m'apporte énormément d'avoir un cadre de travail, de pas devoir faire des courses ni à manger, et de vraiment avoir cet espace qui est dédié intégralement à mon écriture. Et c'est vrai que travailler avec les élèves le matin, ça donne ça réveille, ça donne un élan et on se pose des questions et on leur pose des questions et ils nous répondent. Et ça donne l'après-midi on est sur une lancée hyper, je trouve, hyper positive. Donc voilà, je suis très très heureuse de cette résidence parce que je trouve qu'on a trouvé un format et un équilibre qui est génial.
Oui, merci beaucoup pour cette ouverture parce que justement, je voulais vous questionner sur cette notion qui a été abordée ce matin par Jessica de Bideran, qui est la confiance, et comment on crée justement cette relation de confiance entre une équipe éducative et un artiste. Comment ça se construit? Qu'est-ce qui fait que la posture de chacun est respectée et où il y a le moins de friction possible et voilà. Est-ce que, Émilie, tu veux prendre la parole? Oui, alors donc grâce au dispositif Éclairci, j'en fais la promotion, vous avez compris, je milite. C'est pas du tout intéressé en plus. Voilà, déjà d'avoir un artiste pré-sélectionné par la DRAC, je veux dire, on peut y aller les yeux fermés, a priori, voilà, on avait fait un pré-choix sur 3, sur quels critères, voilà, c'est relativement subjectif d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment... c'est vrai que ce matin, découvrant d'autres dispositifs, je me dis, ah mais si vraiment j'ai carte blanche pour choisir l'artiste, mais voilà, ce serait embarrassant pour moi d'en choisir un puis pas un autre. Enfin, voilà, et donc cette relation de confiance, déjà, elle a été médiée par le dispositif, que je trouve très rassurant en soi. Et puis après, je pense que comme beaucoup, il y a une histoire de feeling. Voilà, on s'est rencontrés bien en amont. Grâce au 3T, on a pu aussi avoir la médiation de Oriane, la médiatrice des 3T. Enfin, donc c'est un dialogue tripartite, parce qu'au lycée, je suis à peu près la seule chef de projet, donc ça facilite au-delà des choses complexes que je peux gérer. Mais voilà, au moins, je gère avec moi-même, grosso modo. Et donc voilà, c'est cette relation de confiance, comme voilà, ça a été dit ce matin, dans les jeux, les temps de voilà, s'il y a des mises au point à faire, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Voilà, on ajuste, et si jamais il y avait des gros problèmes, voilà, il y aurait aucun problème à ce qu'on se les dise, parce que c'est hors de question que ça continue dans de mauvaises conditions. Donc vraiment, voilà, il faut que la parole soit vraiment décomplexée entre les enseignants et les artistes, parce que vraiment on travaille pour la réussite du projet et pour les élèves, mais voilà, cette idée que s'il y a un malaise quelque part, ça risque de pas bien se passer. Je pense que les exemples que vous avez là en sont la preuve vivante. Juste pour compléter, je pense que ça vient aussi du fait que il faut se dire que effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer, qu'on propose un projet, mais après, voilà, ça se passe jamais comme vraiment prévu, et ni pour l'artiste, voilà, que l'artiste ne maîtrise pas complètement la chose, que l'artiste propose un projet, mais voilà, et que l'enseignant non plus, et que du coup on est un peu dans la même galère tous les deux à proposer un projet complètement inédit qui n'a jamais été fait auparavant, et que donc il faut voilà, je pense que c'est de juste se rappeler que tous les deux on sait pas, et on expérimente et on réajuste en fonction, mais qu'il n'y en a pas un qui sait plus que l'autre, ou que enfin et de juste que ce soit peut-être dit aussi, enfin formulé au début, le rappeler, le formuler, quoi, le verbaliser, et qu'à partir de ça, je pense que c'est plus facile pour l'artiste de venir et de dire là je sais pas plus quoi faire avec eux, enfin et pour l'intervenant aussi de se permettre de dire là j'ai l'impression que t'as du mal avec ça, et peut-être qu'on peut voilà, peut-être juste le formaliser avant le début du projet. Oui. Alors moi, je peux compléter aussi sur la confiance. Bon, je crois que donc pour le projet qui nous concerne avec Mathieu, effectivement, on se connaissait déjà sur un autre projet auparavant. Donc c'est vrai que la relation de confiance, elle était déjà présente. Mais malgré tout, elle est essentielle en fait. Puis parce qu'en fait, on part quand même sur un long projet. Et si on n'est pas capable de se dire les choses, d'échanger sur ce qui va ou ce qui va pas, en fait, c'est difficile en fait d'avancer en fait sur ce type de projet-là. Donc oui, c'est essentiel. Alors, quand on se connaît et qu'on a déjà travaillé ensemble, c'est plus facile. Mais sur d'autres projets, et notamment sur des conseils de l'ALCA, en fait, on se rend compte qu'il y a aussi d'autres possibilités. Et c'est vrai que moi, j'ai expérimenté d'autres projets cette année, notamment avec la piscine, où je ne connaissais pas du tout les artistes et les auteurs qui avaient été conseillés par l'ALCA. Et c'était de belles aventures, parce que il y avait eu une bonne sélection aussi en amont, je pense. Donc c'est vrai que c'est déjà un gage de qualité quand on a cette sélection d'ALCA. Et je mettrais un point important, justement, sur cet accompagnement qui est très précieux
de l'équipe de l'ALCA sur ces gros projets, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours toutes les ficelles. Oui, je compléterai en disant que l'ALCA a fourni un cadre rassurant en fait, a fait attention à ce que l'auteur soit trop ou pas assez sollicité et réciproquement pour les établissements, avec en même temps une notion de réalisme qui devient quand même priorité, mais voilà, il y a un cadre qui est posé. Après, il y a la confiance, mais il y a aussi l'engagement. Et il y a, moi en tant qu'auteur, il y a des projets où j'ai plus ou moins d'engagement. Aller faire sur les CM2 deux ateliers pour faire une planche de BD alors qu'ils savent ni lire ni écrire. L'engagement, il est compliqué à trouver. Je veux dire, je tire le trait. Je tire le trait. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, on arrive sur un projet comme ça. Il y a une finalité qui est quand même super importante, super riche. Et c'est vrai que quand je parle d'engagement, c'est aussi la capacité à envoyer un message à Louise. Alors, j'imagine qu'il y a des professeurs dans la classe, c'est pas du tout de la salle, mais Louise me répondait un dimanche, un machin, et comment on fait. Il y avait cet engagement, on a été au service d'un projet. Hein? Non, mais on était au service d'un projet. Et on était, moi, et c'est pareil, moi je compte pas le nombre d'heures que j'ai passé à relire les notes qu'ils avaient fait dans notre groupe 1 pour les faire articuler au groupe 2 pour que la fois suivante qui correspondait à 10 jours plus tard où ils avaient tout oublié, comment on allait relancer le machin. Enfin, le temps passé, le temps hors élève était assez important. Il faut savoir pourquoi on le fait. On le fait pour être ensemble, on le fait aussi pour le service de l'œuvre, et à ce cas-là, ça compte, ça fonctionne bien en fait. À partir du moment où on n'est plus à regarder le nombre d'heures, le nombre de machins, mais que c'est pas grave, le prof de français il est pas là parce qu'il y a machin, bah c'est pas grave, on va du moment qu'on est flexible et qu'on est à l'écoute, oui, et puis à l'écoute en fait. Il faut être à l'écoute des différents acteurs. Et là, ça a marché. Si je peux rebondir juste sur cette histoire de beaucoup d'heures à l'extérieur, ça peut ne pas se passer comme ça aussi. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai combien de participants dans tous les groupes? J'ai une cinquantaine de participants qui ont tous écrit des textes qu'il fallait mettre dans un ordre pour la restitution, et je me suis retrouvée avec des trucs manuscrits, enfin parfois illisibles, voilà, et une pile de textes, et j'ai commencé à paniquer. Et je me suis dit, mais en fait, je vais pas le faire. On va le faire ensemble. On va prendre les textes, on va les relire. Maintenant, on va commencer à préparer la restitution tous ensemble. C'est leur spectacle. Donc, lesquels textes on va garder, quelles scènes on va garder, dans quel ordre, donc pourquoi. Ah, on va ajouter un narrateur, super, bonne idée. Et donc, on l'a fait ensemble. Et donc, c'est vraiment, j'ai éclaté en sanglots. Enfin, en fait, il y a tellement de travail. En plus, déjà que je fais d'administration, de production, d'écriture, je dois contacter une créatrice lumière, je dois trouver un scénographe, une attachée de presse, enfin, la création approche et je dois relire 50 textes. C'était impossible. Je l'ai fait déjà dans d'autres, mais c'est pas pour dire qu'il ne faut pas les faire, mais il y a aussi des moments où on peut pas le faire. Et dans ces cas, il y a toujours des solutions. Voilà, pour d'autres ateliers, j'étais beaucoup plus tranquille. Pour les FLS, mais par exemple, donc je l'ai fait pour les collégiens de SEGPA, qui eux, c'est pas les mêmes choses que je peux demander au groupe d'adultes non francophones, au SEGPA et aux lycéens qui sont en option théâtre et que du coup peuvent bien, voilà. Donc c'est de réfléchir aussi à comment on peut, quand on n'a pas le temps, trouver le moyen de le faire pendant les ateliers aussi. Oui, c'est vrai que ce travail de création, il peut vite devenir chronophage et demander beaucoup plus de temps. Parce qu'effectivement, il y a le travail en face à face, mais derrière, forcément, ça demande aussi beaucoup de travail de relecture, d'agencement. Oui, il y a du travail préparatoire, il y a de l'adaptation. C'est ce que tu disais. Moi, je me suis senti un peu obligé quand même de le faire parce qu'on avait un temps très... Tu vois, je n'étais pas sur l'établissement, je ne vivais pas là. Et en l'occurrence, le nombre d'heures que nous donnait à disposition le prof de français était quand même limité. Et donc, il fallait quand même sortir le truc. Et c'est ça aussi qui s'est joué sur la restitution, c'est qu'on a réussi ça dans des délais de ouf, quoi, de très serrés. Après,
Après voilà, quand je disais mes CM2 et mes 2 séances, j'ai géré quand même, mais effectivement le travail là quand j'arrive sur une classe de CM2, je sais à peu près ce qu'on va faire, comment on va le faire et où on va. Quand on crée quelque chose, on ne sait pas où on va. Donc là tout, hop. Mais après ça c'est toujours pareil. Les projets, on peut les co-construire complètement, inventer des choses, mais vous pouvez être aussi, on peut être force de proposition et vous pouvez consommer. Il y a plein de façons de concevoir notre métier. Oui. Et Bertrand, sur cette relation de confiance à tisser avec les artistes invités ou la manière d'accueillir un auteur dans un établissement, est-ce que sur des projets que tu as pu mener, nous en dire quelques mots? Quelques mots. Non, alors effectivement, je pense que ce qui est important, c'est de faire confiance aux structures avec qui on travaille. C'est rare qu'on choisisse par nous-mêmes un auteur, ça peut arriver. Mais la première chose, c'est la confiance dans la structure qui nous fait une proposition et la plupart du temps, ça fonctionne bien. Alors ça fonctionne bien effectivement parce qu'on fait preuve d'humanité, on a des humains en face de nous, donc il y a une relation humaine qui se met en place et c'est important. On n'a pas le même rôle, chacun joue sa partition et en même temps c'est au service du même projet. Donc chacun est identifié. Il est évident que nous, en tant qu'enseignants, on est vraiment heureux d'avoir des personnes qui sont des spécialistes, qui savent exactement de quoi ils parlent et qui parlent avec leur univers. Et l'idée, c'est ça, c'est de créer les conditions pour que la classe elle soit prête aussi à cette rencontre. Donc on prépare et la plupart du temps, les artistes sont des gens qui donnent beaucoup sur leur... qui apportent leur univers, qui apportent leur expertise, qui apportent leur bienveillance. Et ça fonctionne toujours très bien. C'est rare que ça ne marche pas en fait. Quand on a fait appel à vous, par exemple, ou à d'autres structures, ça se passe en général très bien. Oui, mais ça peut arriver effectivement que ça coince un peu ou que les attentes ne soient pas tout à fait les mêmes. Je pense que Mariana l'a dit. Je pense que si l'enseignant il se repose totalement sur l'intervenant, ce qui arrive aussi, on a des intervenants qui nous disent dis donc, le collègue là, en fait, il est au fond de la classe avec son téléphone portable. De temps en temps, il disait il faudrait faire ça. Moi, ça m'a pas. Voilà, ça peut pas le faire. Là, ça va pas le faire. C'est plus l'artiste à ce moment-là qui se sent effectivement démuni et abandonné. Et là, je dirais, c'est plus les enseignants qui ont leur responsabilité là. Après, oui, il y a peut-être aussi quelques préalables à poser, notamment sur ces projets d'écriture, puisque parfois, les jeunes vont aussi parler de leur intimité, vont avoir des paroles ou un langage qui n'est pas forcément admis normalement au sein de l'éducation nationale ou dans les cours. Peut-être ça, c'est des choses aussi qu'il faut aborder au préalable des projets pour savoir comment accueillir, réceptionner ces éléments-là, parce que parfois, ça peut justement faire aussi l'objet de friction ou d'incompréhension. Je ne sais pas s'il y a une réaction par rapport à ça. Déjà, on évoquait tout à l'heure le fait que souvent, il y a une restitution et on doit ils doivent se mettre en jeu. Donc, c'est souvent là où ça coince déjà. C'est le fait que je n'ai pas choisi, on veut que je fasse du théâtre. Donc moi, une des stratégies que j'ai, c'est d'essayer de les amener ailleurs que dans leur établissement, d'aller voir justement d'autres publics. Ça a été évoqué aussi, il y a des projets qui sont faits en direction de scolaires. Et là, déjà, ils se sentent un peu plus à l'aise, ils ne vont pas être jugés par leur père. Et puis surtout, il y a cette dimension d'utilité. Finalement, avec l'auteur, on a construit quelque chose, on est fier finalement de le montrer. Ouais. Juste pour rebondir sur une des interventions de ce matin, sur habiter l'école. Et alors, il se trouve que les résidences artistiques ont lieu dans nos établissements, donc ça ne dépayse pas trop nos élèves, à part au moment de restitution où on peut parfois les amener ailleurs.
Et là, ils sont très dépaysés pour certains. Et du coup, je crois qu'ils ont intégré le fait que on va pas écrire complètement tout ce qu'on veut. Enfin, moi, je pense qu'on a des lycéens qui sont très sages et donc on n'a pas été confronté à ce problème. Juste en fonction des consignes d'écriture qui sont données par Anna Maria, voilà, ça va gratter un petit peu des choses, voilà, qui vont peut-être les toucher. Et au moment de partager ce texte, certains ne veulent pas, et évidemment qu'on va pas les forcer. Et si jamais ça se décoince un peu plus tard, on sera très content. Et puis si c'est plus tard encore, on sera, voilà, on est très à l'écoute. Encore une fois, la confiance, elle est entre les adultes, mais elle est aussi vis-à-vis de nos élèves, parce que évidemment qu'on va pas aller les mettre en danger émotionnellement. Enfin, c'est évident que ça se fait aussi avec eux. Ça, c'est sûr que s'ils jouent pas le jeu, là non, on fait rien, ça sert vraiment à rien. Donc cette confiance, elle se construit, en fait, c'est tripartite, quoi. Moi, je voudrais revenir parce que du coup, il y a deux choses dans votre question. Il y a cet aspect de quand ils dépassent certaines limites. Nous, dans le battle, on est confrontés à ça très régulièrement, du coup, parce qu'ils ont l'image du battle clash. Donc, ils en profitent parfois pour aller sur des propos qui peuvent être problématiques. Donc, l'idée, c'est pas d'interdire ces propos-là, c'est de s'en servir pour faire de la médiation et de toujours replacer le cadre. Parce que dans le cadre du battle, on peut avoir des propos sexistes, on peut avoir des propos racistes, etc. Et donc l'idée, c'est pas de dire, de stigmatiser l'élève en disant c'est inadmissible ce que tu as fait et de lui râler dessus, c'est de prendre son propos et de s'en servir comme outil de médiation. Et les enseignants sont la plupart du temps OK avec le fait qu'on fasse ça. Et ensuite, on repose le cadre en expliquant que là, il va y avoir une restitution en public. Donc effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais on explique pourquoi on ne peut pas dire ces choses-là. Donc on ne les interdit pas en atelier, mais dès qu'il y en a qui sortent, on s'en saisit pour en faire un outil de médiation et pour expliquer les enjeux de citoyenneté, etc. Et l'autre aspect de votre question, c'était quand les élèves écrivent des textes qui peuvent être difficiles à déclamer pour eux. Alors, quand on propose justement des ateliers slam, ça arrive très souvent. Et la technique qu'on utilise pour pallier à ça, c'est de créer une cohésion de groupe dès les premières séances. Pour qu'en fait, créer un climat à travers des petits jeux tout le temps de mise en confiance pour que les élèves, quand ils passent à l'oral, ils se sentent soutenus par tout le reste du groupe. Et c'est cette cohésion qui va leur permettre d'oser exprimer des choses qu'ils n'oseraient pas exprimer de manière générale. Donc en travaillant tout au long des séances à créer cette cohésion de groupe, cet esprit d'entraide, de on se soutient, on est tous ensemble, de toute façon on va tous devoir parler en public, donc on est tous dans la même merde, de créer cette espèce de cohésion, ça fait qu'ils osent exprimer ce qu'ils n'auraient pas osé exprimer en temps normal. Alors il y avait le positionnement, moi j'avais entendu la question aussi le positionnement de l'auteur par rapport en termes de personnes extérieures. Alors moi on sort du propos de la résidence, mais ça fait maintenant un petit moment que je pratique et j'ai essayé de trouver le ton juste, en fait, de pas être non plus un nouveau professeur, mais pas non plus un copain. Il y a des choses, par exemple, que je fais pour fédérer quand je suis sur les plus petits, jusque sur les CM, c'est d'appeler le professeur maîtresse ou maître. Déjà, rien que ça, ça veut dire que je suis du côté de l'élève. Déjà, je suis pas un extérieur. Maîtresse, est-ce qu'on a le machin? Donc, il y a déjà ça. Sur les productions, il y a quand même un problème. Voilà, moi, j'explique, mais par contre, j'autorise pas. C'est-à-dire que je fais des strips où, à la fin, voilà, ils peuvent se passer ce qu'ils veulent. Il y a un personnage, il va faire ça, et puis à la fin. Voilà. Donc le champ des possibles est immense. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Eh bien, on est à 90%. Ah, trop drôle, il lui met un coup de couteau. Ou il lui coupe la tête, c'est trop drôle. Il lui met un coup de fusil, il est énorme. Et donc, il meurt. La mort revient systématiquement, quelles que soient les classes, quelles que soient les écoles. La violence dans la production écrite est quasiment systématique. Donc, moi, je fais une imitation au départ. Voilà, je leur dis, et à la fin, il meurt. Oh, trop drôle. Bah, c'est nul, en fait. Ça n'a jamais fait rire. Ça. Et donc, ils se méfient un peu. Ils se méfient. Et du coup, ils en mettent pas, ou très peu. Il y a même un petit garçon, je me souviens une fois, il avait dit, et à la fin, eh bien, il joue de la guitare et il fait de la poésie. Et il y avait son petit copain à côté, il fait, pourquoi? Et oui, il faut justifier ça maintenant. Oui. Pardon. Non, mais oui, sur cette question de est-ce qu'ils osent dire tous, enfin là, est-ce qu'il y a aussi un gros problème avec des groupes où il y a du harcèlement.
ça, j'étais confrontée soit dans des formes de petits ateliers où je les faisais travailler en autonomie et je voyais dans un groupe, personne n'avait d'idées, ils trouvaient non, on n'a que des mauvaises idées. Et j'ai appris après qu'en fait, il y avait des problèmes de harcèlement, donc c'est pas qu'ils n'avaient pas d'idées, c'est qu'ils ont peur et donc ils osent pas et donc ils sont bloqués. Là, avec la classe de SEGPA par exemple, les enseignantes ont décidé d'exclure un élève des ateliers parce que sa présence empêchait les autres de travailler. Donc d'avancer, ouais. Donc ça a été une décision à laquelle j'ai pas pris part. Et je sais pas, enfin je me suis pas, je pense suffisamment posé la question pour savoir si je la cautionne ou pas. Mais je sais que c'est extrêmement, ouais, ça peut être extrêmement bloquant pour le groupe d'avoir 2 éléments qui vont, en fait, ils savent, même si dans les ateliers, ils vont pas avoir un comportement, on va pas forcément l'identifier en tant qu'artiste, voilà, qui arrive, qui connaît pas la dynamique du groupe et tout, on sent que ça avance pas, que personne n'a d'idée, qu'ils osent pas, qu'ils ont peur, que non, on sait pas. C'est sûr que c'est parce que Ouais, la dynamique de classe, ça, c'est peut-être des choses aussi, voilà, vraiment dans cet aspect où on parlait de la confiance, de l'échange, de la co-construction, des éléments à avoir entre les enseignants et les artistes invités pour comprendre un petit peu ces groupes classes, comment ils fonctionnent. Alors le problème, c'est qu'on ne connaît pas toujours les élèves à l'avance. Hein, et parfois, on monte le projet avant de connaître les élèves. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Hein, il nous arrive aussi de monter des projets avec des classes qu'on a déjà, donc c'est plus facile. Mais là, dans le projet qui nous concerne, c'était avec une classe de seconde qu'on a découvert à la rentrée. Donc, de toute façon, on ne les connaissait pas à l'avance. Et c'est vrai que on peut se trouver confronté à un public qui est plus ou moins réceptif. D'ailleurs, les élèves de seconde 8 au départ, ils n'étaient pas hyper motivés. Hein. Ça traînait un peu la patte quand même. Hein. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ça a fonctionné en fait. Et c'est tout ce cheminement en fait que je trouve très intéressant dans cette dynamique de projet. C'est que parfois on peut être devant un public, un groupe d'élèves qui est plutôt réticent, qui dit ouais le projet, ouais d'accord, bon je sais pas trop ce qu'ils veulent de nous, mais bon on verra. Et puis finalement, eh bien ils adhèrent progressivement au projet et ça fonctionne. Et ça fonctionne et on aboutit. Alors la restitution, c'est pas forcément la finalité en soi. Mais en tout cas, pour eux, je pense que c'est important parce que ça montre aussi la production finale de tout leur engagement en fait, au fil des semaines. En fait. Et c'est important finalement. Oui, puis d'avoir un challenge commun, vraiment. En fait. C'est ça. Au départ, c'est quelque chose d'assez individuel. Et puis petit à petit, en fait, ça fédère, ça crée une cohésion au niveau du groupe. Et d'avoir ce challenge de fin qu'on va vivre tous ensemble, il y a une émulation quand même qui reste après au niveau des classes. C'est qu'au niveau des 3e prépa métiers, ils arrivent, ils viennent de plein de collèges différents, ils sont tous en recherche d'orientation et ça apprend à se connaître en fait, et à vivre ensemble, vraiment. Oui, puis ce qu'ils disent souvent, c'est « Ah ouais, vous n'avez pas bien expliqué. En fait, c'était très bien. Mais au début, quand vous avez présenté le truc, non, on n'avait pas envie. Quoi. Vous pourriez mieux expliquer les trucs quand même. Ça nous permettrait de nous engager un peu plus vite. Hein. On va arriver à la fin de cette table ronde. Maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez poser des questions ou demander des petites précisions. Est-ce que ou pas? N'hésitez pas à monter des résidences, quelles qu'elles soient. Non, c'était très clair en fait, c'est pour ça. Ouais. Très bien. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment pour ce partage d'expérience et de ces beaux projets. Des projets qui se construisent, on le voit, à plusieurs et pour des jeunes, en fait, pour partager vraiment ces temps de création, de médiation avec ces jeunes lycéens. Donc, je vous remercie infiniment.